Le mot économique est un mot grec. Ce sont donc les Grecs qui ont inventé l'économie et il s'agit donc des règles de la maison. Il s'agit en réalité pour les clans grecs de gérer leur patrimoine foncier et leur valeur mobilière, c'est-à-dire tout ce qui peut y avoir sur leur domaine. Voilà, sachant que sur leur domaine, vous allez trouver à la fois de la production de poterie, de céramique, mais également évidemment des esclaves. Donc l'économie, c'est simplement répondre à trois questions que vous voyez apparaître. C'est que produire, comment produire et pour qui le produire. Et si on parle par exemple d'un État, nous parlerons donc de doctrine économique. Et si nous parlons d'une entreprise, nous parlerons de stratégie économique. Mais c'est ni plus ni moins que la réponse à ces trois questions. On peut citer l'exemple de la France. La question de la France, c'est quel est son avenir d'un point de vue économique? Que doit-elle produire? Comment est-ce qu'elle va le produire et pour qui elle va le produire? Alors évidemment, la réponse est diverse et variée, et à vrai dire, au cours de l'histoire, on s'est organisé d'un point de vue économique pour répondre à ces deux questions. Voilà. Il existe à travers le monde plusieurs modèles d'organisation économique, mais il y en a quand même deux principaux que l'on doit connaître, puisque vos parents, comme vos managers d'un certain âge, on va dire les seniors, ont baigné dans cet environnement économique. Ce sont les systèmes capitalistes et socialistes. On va commencer par le capitalisme, c'est le modèle dans lequel nos sociétés occidentales baignent. Je dirais que c'est le modèle de la mondialisation, qui est plus ou moins d'ailleurs libéral. Le capitalisme, il va être fondé à un moment donné sur une notion de propriété privée. Donc la propriété peut être privée, qu'il s'agisse d'une maison que vous achetez ou d'une entreprise que vous créez, vous la possédez. Voilà. Et évidemment, si vous souhaitez créer une entreprise, vous avez la possibilité de la créer dans ce système-là. Donc vous avez la liberté d'entreprendre. Donc vous avez l'initiative individuelle à la base. Voilà. Donc si vous créez évidemment une entreprise, cette entreprise vous appartiendra et donc légitimement vous pourrez en tirer profit. Autrement dit, si vous commencez à créer une entreprise de parapluies, eh bien, vous allez vendre vos parapluies et le bénéfice que vous réalisez sur la vente des parapluies, eh bien, il vous revient de droit. Voilà. Donc, évidemment, quand on se met à vendre des parapluies, on souhaite évidemment qu'il pleuve. Et donc, on souhaite évidemment pouvoir, et c'est légitime, vendre de plus en plus de parapluies. Donc, on va être à la recherche du profit. Et évidemment, comme vous n'êtes pas le seul à avoir l'initiative de créer une entreprise de parapluie, eh bien, vous allez être soumis à une concurrence. L'État, dans ce cadre-là, fixe juste les règles de l'économie. Considérez par exemple que la table devant laquelle vous êtes, c'est le marché du parapluie. Dès que vous allez mettre un doigt en dehors de la table, l'État est juste là pour vous dire que vous êtes en dehors de la table, en dehors des règles, et il vous tape avec une règle sur les doigts. L'État est gendarme. Il fixe les règles, mais par contre, il laisse faire les acteurs sur le marché. Voilà, donc le capitalisme peut être plus ou moins libéral. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une phase libérale, et on verra par la suite qu'il y a eu des phases un peu moins libérales. Le capitalisme a émergé au XVIIIe siècle et nous sommes grosso modo dans cette phase du capitalisme depuis cette époque. Le socialisme, c'est évidemment l'inverse. Voilà. Alors, le socialisme, si nous voulions en parler d'un point de vue politique, on parlerait de communisme, mais le communisme de l'Union soviétique, c'est-à-dire aujourd'hui, les communistes, si on pense politique, le Parti communiste est en réalité un parti capitaliste. Et on peut même imaginer que les partis anticapitalistes, en réalité, acceptent quand même les règles du capitalisme.
Voilà, notamment le nouveau parti anticapitalisme. Donc attention, hein, ici on parle de socialisme économique. Hein, le socialisme économique, c'est totalement l'inverse du capitalisme économique, c'est-à-dire que là, finalement, il n'y a plus de propriété privée. Autrement dit, tout appartient à l'État. Donc l'État va collectiviser tous les biens privés. Voilà, il va également planifier l'économie. C'est finalement l'État qui régule l'économie, hein, il ne laisse pas faire les acteurs sur le marché. Et donc on assiste effectivement à une collectivisation des moyens de production. On assiste également à de la planification économique. C'est l'État qui va vous expliquer combien de quintaux de blé il faut produire dans les années à venir. Et comme évidemment l'État possède tout, il n'y a plus besoin d'initiative individuelle et il n'y a évidemment plus de recherche du profit. Hein, on voit donc que l'État vraiment fait tout. Hein, et le pays le plus emblématique, hein, pour une expérimentation du socialisme, c'est bien sûr l'Union soviétique. Donc un fondateur du socialisme, c'est quelqu'un qui est très connu, vous le connaissez forcément, c'est Karl Marx. Voilà, Karl Marx a écrit un best-seller qui est toujours d'actualité, hein, puisqu'on l'a réédité au moment de la crise de 2007-2008. C'est le Capital, pardon, une critique de l'économie politique. Voilà, le Capital, c'est un livre qui effectivement fait une critique du capitalisme et qui vous dit que le capitalisme finira par s'effondrer. Alors on va reprendre l'image. Pour Karl Marx, le système capitaliste va donc s'effondrer. On peut prendre comme analogie des marchands de parapluies qui sont de part et d'autre, par exemple, d'une rue, le boulevard de la Seine à Nanterre, par exemple. Et puis donc, l'un des commerçants va regarder la devanture de l'autre commerçant, il s'aperçoit que l'autre a baissé ses prix pour être plus compétitif, hein, pour attirer la clientèle, donc il retourne dans sa devanture et il baisse les prix. Et donc ça, c'est le phénomène de la compétition, qui peut être de l'hyper-compétition. Et évidemment, quand vous baissez vos prix, vous baissez votre chiffre d'affaires, vous baissez en parallèle vos bénéfices, donc votre rentabilité. Et Karl Marx vous dit qu'à un moment donné, à force de baisser votre prix de vente, finalement, vous ne serez plus rentable, vous perdrez de l'argent. Et donc, la société de parapluie fera faillite. Et puis, il va étendre ce système à tout un secteur d'activité. Il va vous dire que c'est tout le marché des parapluies qu'il va finir par s'effondrer au final. Voilà, donc c'est tout le système capitaliste qui va s'effondrer. Voilà, ça c'est une première vision du marxisme. La deuxième vision, c'est de dire que au final, la société est régie en classes. Vous avez une classe en soi qui n'a pas conscience d'ailleurs d'être une classe, ce sont les ouvriers prolétaires. Et puis vous avez une classe pour soi qui a le pouvoir, hein, ce sont les bourgeois capitalistes, voilà, et puis eux vont défendre le prérogative, hein, en s'appuyant et en écrasant la classe en soi, et évidemment, pour Karl Marx, il y a une forte inéquité, donc il est pour évidemment la révolte sociale, il est pour l'éducation, hein, afin que la classe en soi prenne conscience de sa classe et puis fasse la révolution, hein, pour l'avènement du socialisme économique. Il oublie évidemment Karl Marx, hein, que dans les sociétés dans lesquelles il vit, hein, donc c'est un Allemand, hein, qui s'est réfugié au Royaume-Uni, mais il pense également à la Russie. Nous sommes dans des sociétés qui sont évidemment majoritairement rurales. Voilà, et vous voyez que quand il parle d'ouvriers prolétaires, il oublie largement, effectivement, le monde rural qui est dominant. Adam Smith est l'un des grands fondateurs, hein, du système capitaliste libéral. C'est un Anglais, pas de hasard. Regardez les dates, on est au début du XVIIIe siècle, c'est l'avènement du capitalisme libéral. Voilà, la doctrine économique vise évidemment à la recherche de profit, donc une plus grande richesse. Voilà, et le livre qu'il édite, vous voyez, en 1776, c'est un best-seller, mais c'est une bombe.
c'est-à-dire que jusqu'à présent, on considérait que l'accumulation des métaux précieux faisait la richesse des États. Voilà, et lui vous dit qu'en réalité, c'est la division du travail qui fait la richesse des nations. Alors cette division du travail, il va le prouver à travers un exemple de fabrique d'épingles. Il remarque que quand vous commencez à diviser le travail, donc à spécialiser les ouvriers sur une tâche particulière, vous augmentez la productivité, vous augmentez donc derrière les ventes, vous augmentez donc le chiffre d'affaires, vous augmentez le bénéfice. Voilà, il promeut également le libre-échange, c'est bien du capitalisme libéral. Il remarque que si l'Angleterre est capable de fabriquer des machines pour le tissage, le marché anglais est relativement réduit, et qu'il serait beaucoup plus intéressant d'aller exporter les machines à tisser à travers toute l'Europe, notamment en France. Et donc, on est à une époque où évidemment il y a du blocus économique, du protectionnisme sous forme de quotas et de tarifs douaniers, et donc il aimerait bien qu'il y ait du libre-échange. Pour lui, les marchés sont à l'équilibre, c'est-à-dire que quel que soit le marché, il y a toujours un équilibre entre l'offre et la demande. C'est valable pour tous les marchés. Donc sur le marché du travail, s'il y a des chômeurs, il considère qu'en réalité, ces gens-là, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Donc un chômeur qui ne veut pas travailler, c'est un peu comme un pauvre, on va le mettre en prison, et pour les Français, on va les vendre aux Turcs. Ils vont aller comme main-d'œuvre servile servir les galères ottomanes. Adam Smith est également derrière la théorie de la main invisible. Il dit que malgré l'égoïsme individuel que représente l'être humain, il y a en réalité, lorsqu'on entreprend une activité, quand on est dirigeant d'entreprise, on respecte les lois, on paye ses taxes et ses impôts, et au final, c'est comme s'il y avait une main invisible qui vous poussait à faire le bien. Le capitalisme libéral va s'interrompre durant la période de crise qui va de 1914 à 1945, voilà, avec des soubresauts évidemment avec la crise des années 30, notamment, et puis les deux guerres mondiales. Voilà, vous avez un économiste britannique qui est un capitaliste, qui est John Maynard Keynes, qui va beaucoup étudier la crise de 29 et puis voilà ses soubresauts durant les années 30, c'est-à-dire ses conséquences, qui va être beaucoup raillé d'ailleurs par les États et puis les gouvernants, voilà, mais qui va trouver finalement son apogée et être reconnu au sortir de la guerre mondiale, puisqu'au sortir de la guerre mondiale, on se rend bien compte que l'économie est totalement détruite, notamment en Europe, et que les États sont, en tout cas, les entreprises sont incapables de reconstruire l'économie. On sait bien que normalement, c'est les entreprises et les acteurs économiques qui font le marché dans le système capitaliste. Donc il remarque que finalement, les marchés sont en déséquilibre et que notamment suite à la crise de 29, les chômeurs, vous avez quand même un quart de la population active américaine qui est au chômage. Ils aimeraient bien bosser, mais ils peuvent pas bosser parce que, entre guillemets, il n'y a pas d'emploi possible. Donc il n'y a pas d'équilibre entre l'offre et la demande. En réalité, il y a uniquement du déséquilibre. Et c'est le rôle de l'État, au final, de recréer cet équilibre précaire. Alors c'est encore plus vrai suite à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a que les États qui peuvent reconstruire l'économie. Et donc Keynes va donner son nom à une théorie capitalisme où l'État va plus intervenir, c'est le keynésianisme. Le keynésianisme, ça va être la nationalisation de pans entiers de l'économie. L'État fait l'économie sur un certain nombre de marchés. Et puis de l'autre côté, ça va être le modèle social dans lequel nous baignons, qui est un modèle extrêmement protecteur, avec des systèmes d'assurance collective, par exemple pour la vieillesse, pour la maladie, pour le chômage, voilà, bientôt pour la dépendance en France, d'un État qui régule également ses marchés et qui redistribue les biens et à travers ces systèmes d'assurance collective. Voilà, donc vous voyez finalement avec Smith une vision très très libérale, voilà avec Keynes une vision un petit peu moins libérale,
un peu plus interventionnisme au niveau de l'État, mais somme toute, deux visions, deux écoles du capitalisme dans lequel nous vivons.